Alors, bienvenue à cette conférence. C'est une reprise, c'est une conférence que nous avons donnée lors du congrès AFINET pour Addiction and Family Intervention Network qu'on a donné en mai 2025 ici à Québec, Mélissa Côté et moi, et que nous reprenons en la filmant dans un meilleur contexte pour les auditeurs qui veulent la réécouter. Donc, peut-être on va prendre le temps de se présenter brièvement. Donc, Mélissa Côté, psychoéducatrice de formation et professeure à l'Université Laval. Joël Tremblay, psychologue, prof à l'Université du Québec 4 Trois-Rivières. On a différents partenaires qui nous soutiennent toujours, qui ont soutenu ce congrès ici. Vous les avez à l'écran, donc l'Université Laval, l'UQTR, le RISC, nos équipes de recherche, Hermès, Québec Cité Destination Affaires, fort important dans son soutien, les fonds de recherche du Québec, le CRSH, bien sûr, qui a subventionné également ce projet, et l'Institut universitaire sur les dépendances. Donc, dans le cadre de la conférence, on va adresser ensemble 5 grandes sections. La première, ça va vraiment être de mettre un contexte sur qu'est-ce que les dépendances, de quoi on parle précisément au niveau de la réalité des membres de l'entourage. Par la suite, une section où est-ce qu'on va regarder ensemble des stratégies qu'on peut utiliser en vue d'influencer l'usage du proche. Une autre section par rapport à améliorer la qualité de la relation avec son proche. Une section sur comment, moi, à titre de membre de l'entourage, je peux essayer de préserver mon équilibre, mon bien-être au quotidien malgré l'adversité rencontrée. Et finalement, on va vous proposer aussi des ressources complémentaires que vous pourriez utiliser au besoin. Puis on avait oublié de nommer qu'on a intitulé notre conférence « Je t'aime, mais je n'aime pas ta dépendance ». Vous comprenez avec la belle table des matières que vient de faire Mélissa, le contexte de tout ça. Vous voyez à l'écran maintenant certains acronymes qu'on va utiliser tout au long de la présentation. Donc, JHA pour jeu de hasard et d'argent, ME pour membre de l'entourage, donc toute personne qui entretient un lien significatif et qui se dit concernée par l'usage du proche. Donc, vous comprendrez que quand on utilise l'acronyme proche, on fait référence à la personne qui présente des difficultés à contrôler soit sa consommation d'alcool, de drogue, ses habitudes de jeu de hasard et d'argent, mais aussi d'écran. TUS et TGHA, on va y revenir plus tard avec Joël, donc vraiment au niveau des dépendances en soi, des critères diagnostiques. Et finalement, lorsqu'on parle d'usage, on fait référence à la fois à l'alcool, aux drogues, aux jeux de hasard et d'argent ou d'écran, en fonction de la nature là, des difficultés qui sont présentées par le proche. Allons-y avec une première mise en contexte, la consommation de substances. Santé Canada nous a fait un beau continuum, là. Autrefois, on disait « Ah, telle personne est alcoolique », comme si on avait juste un mot pour décrire les difficultés que les personnes peuvent rencontrer avec, par exemple, l'usage d'alcool, alors qu'aujourd'hui, on a des façons de nommer le tout beaucoup plus nuancées. Il y a soit des gens qui ne consomment pas du tout, il y a des gens qui ont une consommation bénéfique, puis tout le monde connaît ça, prendre un verre à l'occasion lors d'un repas, ça ne semble pas être un problème. Légèrement consommer du cannabis dans certaines occasions peut être plaisant pour certaines personnes qui aiment mieux ça. Par contre, on peut avoir après ça une consommation à risque, c'est-à-dire qu'on n'éprouve pas encore des problèmes, mais on a des risques associés à notre consommation pour la santé, etc. On peut avoir des risques élevés, puis même dans risques élevés, là, on commence à éprouver des problèmes. On demande aux gens, est-ce que votre consommation vous amène des difficultés? Puis ils vont dire, oui, ça commence à me coûter cher, je prends du poids, je suis fatigué, je perds de la motivation. Et si les gens continuent à consommer plus, ils peuvent avoir un trouble d'usage de substances, parfois appelé la dépendance, mais on parle plus aujourd'hui de trouble d'usage de substances. Donc, les gens, là, ils cumulent plusieurs difficultés qui amènent toutes sortes d'impacts dans leur sphère de vie, puis ils rapportent avoir de la difficulté à contrôler leur consommation. On a la même chose pour les jeux d'hasard et d'argent, donc soit que quelqu'un ne joue pas, soit qu'il joue à faible risque. On pourrait même avoir une catégorie qui n'est pas tout à fait là, mais qui ressemble à jeu à faible risque, mais les gens vivent certains bénéfices, un plaisir, ils vont au casino, ils dépensent peu d'argent, etc. Ils s'achètent une petite loto, ça ne coûte pas cher, puis ça leur fait plaisir, puis ça n'a pas d'impact sur leur budget. À risque modéré, comme tantôt, jeu problématique, j'éprouve des problèmes, et un trouble lié au jeu d'hasard et d'argent, c'est comme je disais tantôt, ça commence à affecter beaucoup les sphères de vie et les personnes rapportent être en partie en perte de contrôle de leur comportement.
On présente ici quelque chose qui vient de l'Organisation mondiale de la santé, qui nous rappelle euh, jusqu'à quel point les problèmes liés aux jeux d'hasard et d'argent ou aux substances sont des problèmes très importants. Ils ont créé un petit indice qui va de 0 à 1. 0, c'est pour toutes les maladies. Fait là, ici, on a mis juste quelques-unes. On a mis les troubles liés aux substances ou aux jeux d'hasard et d'argent, l'utilisation des substances des jeux d'hasard et d'argent. Puis on a mis quelques-uns sur la santé mentale et ou encore quelques troubles de santé physique. Leur code va de 0 à 1. Fait qu'ils vont dire, par exemple, une maladie a un impact, jusqu'à quel point a-t-elle un impact sur la vie de la personne et son entourage. Cet impact va de 0. 0 veut dire pas du tout d'impact. 1 veut dire que ça cause presque la mort, comme on pourrait dire, par exemple, 1, c'est Ebola, par exemple, qui est une maladie dont la mort est presque certaine si on l'attrape. 0, à titre humoristique, on pourrait dire que c'est une grippe d'homme, c'est-à-dire que, bon, tu te plains un peu, puis après ça, tu t'en vas travailler. À titre d'exemple, les jeux d'hasard et d'argent, vous avez 2 colonnes dans la diapositive que vous voyez. Une où on a une cote pour une manifestation modérée des difficultés avec les jeux d'hasard et d'argent, puis une pour les manifestations sévères. Allons à la colonne pour manifestations sévères, là, qui est très, très révélatrice. Donc, TJHA, un trouble avec les jeux d'hasard et d'argent, a une cote de 0,44. Pour tout de suite, ça ne nous dit rien, mais pas grave, allons voir plus loin. Un trouble avec l'utilisation d'alcool, une cote de 0,55. Puis on ne les a pas tous mis, là, mais quelques-uns, comme par exemple un trouble lié à l'usage des opioïdes de 0,64, mais on aurait les mêmes pour cannabis et amphétamine. Cannabis est un petit peu moins élevé. On a à côté de ça des maladies telles qu'un cancer métastatique. C'est pas rien si vous apprenez qu'un de vos proches a un cancer métastatique. La cote d'impact de poids, hein, on appelle ça le poids de l'handicap, le disability weight, le poids de l'handicap, est de 0,48, ce qui est quand même étonnant. C'est similaire à un problème sévère lié à l'alcool, aux amphétamines ou encore aux opioïdes. Un Parkinson sévère, 0,55. Ce sont des maladies lourdes, on le sait. Juste à les nommer, on se dit, mon Dieu, on ne veut pas que nos proches aient ça. Amputation des 2 jambes, parce que ces études-là de l'Organisation mondiale de la santé ont été faites aussi dans des pays du tiers-monde. Des gens ont des amputations, par exemple, dans un pays où il n'y a pas de service de prothèse et de réhabilitation, 0,49. Donc, ça nous dit, grosso modo, que ce ne sont pas des problèmes légers. Les personnes qui ont ces difficultés-là, ce n'est pas simple. Ce n'est pas en leur disant « Hey, prends-toi en charge, change tes comportements » que ça va changer. Ce n'est pas suffisant. Ils ont des troubles aussi sévères que des maladies très sévères, telles qu'un cancer métastatique, une maladie de Parkinson ou une amputation des 2 jambes. Ce n'est donc pas rien. Donc, sans surprise, vous comprendrez que les membres de l'entourage, dans leur quotidien, vont vivre énormément de fardeaux liés à la condition du proche. On vous présente ici un modèle conceptuel développé par Erika Langham et son équipe en Australie qui nous permet vraiment de mieux comprendre dans quelle sphère de vie les membres de l'entourage peuvent vivre des méfaits ou des conséquences négatives au quotidien. Sans surprise, la majorité des sphères de vie vont être affectées négativement, donc que ce soit la sphère financière, donc davantage représentée au niveau des jeux de hasard et d'argent, où est-ce qu'on va voir l'ampleur des dettes significatives au quotidien qui peuvent amener des difficultés financières majeures pour l'ensemble de la famille. D'un point de vue relationnel, c'est sûr que les membres de l'entourage vont souvent rapporter des conflits au quotidien avec leurs proches, mais ça peut être aussi au niveau plus large que le réseau social va être moins sollicité, qu'on peut avoir tendance aussi malheureusement à s'isoler. On va voir ensemble plus tard des trucs dans le cadre de la présentation pour éviter de développer d'autres stratégies d'adaptation. Évidemment, sans surprise, beaucoup de détresse psychologique qui va être apportée par les membres de l'entourage. On peut voir aussi des symptômes anxieux, des symptômes dépressifs de par la gravité de la sévérité là, du proche au quotidien. Des problèmes de santé physique chez les membres de l'entourage, ça peut être soit une condition qui était déjà préexistante, mais qui va être exacerbée. On peut voir aussi des membres de l'entourage qui, de par l'ampleur des responsabilités au quotidien, peuvent avoir tendance à moins bien s'alimenter, moins bien dormir, moins bouger. Donc, c'est sûr que ça peut amener d'autres méfaits aussi, comme une fatigue chronique là, au quotidien. Évidemment que dans la sphère académique et professionnelle, on peut voir des membres de l'entourage qui ont de la difficulté à se concentrer, peut-être une baisse de productivité. Ça peut aller aussi jusqu'à l'absentéisme là, dans certains cas.
Activité criminelle, il faut dire que c'est quelque chose qu'on voit moins souvent, mais qui peut être possible aussi, où est-ce que le membre de l'entourage peut être victime de certains crimes qui pourraient être commis par le proche, par exemple de voler des biens en vue de les revendre pour financer la consommation, ou ça pourrait être aussi des membres de l'entourage qui, à leur détriment, vont être impliqués dans les activités criminelles du proche à leur insu. La sphère culturelle, fort intéressante, qui peut davantage peut-être s'appliquer à des gens des Premières Nations, communautés inuites ou d'autres cultures, d'autres ethnies, où est-ce que la dépendance, la consommation va être très mal vue, jugée négativement, ce qui va faire en sorte qu'on peut exclure les membres de l'entourage d'une certaine appartenance culturelle et refuser, par exemple, qu'ils se joignent à certaines célébrations qui pourraient avoir lieu dans le cadre de ce réseau-là. Qu'est-ce qui est fort intéressant de la conceptualisation qui est proposée par Erika Langham, c'est qu'elle ajoute un aspect temporel pour mieux comprendre ces méfaits-là. Donc, d'une part, on comprend que d'un point de vue général, les méfaits peuvent être vécus au quotidien, à chaque jour, de semaine en semaine. On dit aussi toutefois que certains méfaits peuvent relever une situation de crise, donc qui va emmener vraiment une mobilisation, donc une prise de conscience chez le membre de l'entourage qui va faire en sorte que ça va le mobiliser davantage vers des ressources d'aide professionnelle. Donc, ça pourrait être, par exemple, un membre de l'entourage qui prend conscience qu'en raison des difficultés financières, va avoir de la difficulté à payer, par exemple, les vêtements pour les enfants ou faire une épicerie complète. Donc là, ça l'amènerait vraiment à une prise de conscience sur la sévérité de la situation et ça l'amènerait vraiment une mobilisation vers les services d'aide. La catégorie héritage, très important de se le rappeler. Puis ici, ce n'est pas pour dresser un portrait sombre, c'est vraiment pour être conscient que même si notre proche atteint ses objectifs, que ce soit une consommation modérée ou une abstinence, il se peut dans certaines situations que les méfaits perdurent au quotidien. En ayant en tête cette information, bien, ça permet aux membres de l'entourage de peut-être réviser leurs attentes parce que certains vont nous dire « j'ai donc bien hâte qu'il soit abstinent, on va retrouver une belle complicité, ça va bien aller dans la famille. » Oui, évidemment que les choses vont mieux aller, mais il faut comprendre aussi que notre proche va peut-être avoir changé à travers son processus de rétablissement. Et nous, peut-être qu'il y a des méfaits qu'on va avoir vécu, par exemple, des enjeux de confiance qui vont prendre du temps à se rétablir. Ce n'est pas impossible, il y a de l'espoir, mais c'est quand même des problématiques, on l'a vu avec Joël, qui perdurent dans le temps. Donc, ces méfaits-là aussi peuvent perdurer. Oui, puis on a vu parfois des dettes qui s'accumulent, puis là, pendant longtemps, le couple, des pertes financières, des pertes de maison qu'on a vues dans... Fait que c'est pas simple. De fait, c'est un très bon point, la durabilité de ces effets négatifs-là parfois. Exactement. Puis dans la même lignée, ça nous amène à la dernière catégorie qui est intitulée Parcours de vie et transmission intergénérationnelle. Donc, de par le fait d'avoir vécu ces épisodes-là d'adversité, par exemple une perte de maison ou autre, bien, ça peut emmener les membres de l'entourage à peut-être changer des grandes décisions dans leur vie. Donc, peut-être retarder un projet de naissance de bébé ou reporter un mariage en raison des difficultés financières. Donc, il faut garder en tête que malheureusement, peut-être certains rêves vont aussi avoir été reportés chez les membres de l'entourage. Et la transmission intergénérationnelle, c'est de garder en tête que les enfants aussi de la personne qui présente des enjeux de consommation bien, pourraient être affectés négativement, là, sans surprise, dans son quotidien. Absolument. Si on regarde maintenant combien de membres de l'entourage sont touchés par l'usage du proche. On a plusieurs études sur le sujet, beaucoup d'incohérences aussi dans la littérature. Toutefois, quand on regarde des études robustes, qu'est-ce qu'on voit? C'est que lorsque le proche présente une utilisation à risque, 3 personnes dans son entourage vont être touchées significativement. Toutefois, lorsque le proche présente un TUS ou un TGHA, donc une dépendance, ce nombre-là va augmenter à 6 personnes dans l'entourage. Si on ramène ça au niveau d'une prévalence populationnelle, donc combien de personnes peuvent être touchées significativement dans la population québécoise, on a des études internationales qui sont comparables à notre réalité québécoise. On pourrait dire qu'il y a environ 10 parmi la population québécoise adulte qui sont des membres de l'entourage et qui vont subir de manière significative des méfaits et qui pourraient avoir besoin de services spécialisés en dépendance.
Qu'est-ce qu'on va voir aussi dans nos services, mais aussi dans la littérature, c'est que les femmes ont tendance à être surreprésentées dans ce rôle-là de membre de l'entourage, donc de jouer un rôle davantage proactif au quotidien, de soutenir davantage leurs proches, et on va voir davantage des mamans, mais aussi des conjointes. Sans surprise, quand les membres de l'entourage vont cohabiter avec leurs proches et qu'ils vont partager des responsabilités financières ou des responsabilités avec des jeunes enfants, bien généralement, les membres de l'entourage vont rapporter une plus grande intensité, sévérité des méfaits vécus, mais vont aussi en rapporter un plus grand nombre. Les impacts aussi varient en fonction du lien qu'un membre de l'entourage a avec son proche. C'est sûr que à titre de conjoint, conjointe ou partenaire de vie, et souvent les gens vivent avec, bien évidemment que c'est toutes sortes d'insatisfactions dans la qualité de la relation, que ce soit à travers la communication qui est déficiente, parce qu'il y a souvent des cachettes, des mensonges liés à la consommation, bien sûr. L'ensemble de la relation devient moins satisfaisante. Il y a souvent des difficultés liées à la sexualité et il y a des risques de violence plus élevés chez les couples dont l'un ou l'une des membres a des difficultés avec les substances ou les JHA que dans la population générale. Les parents, eux, puis voyez-vous ici, on a mis une image d'un parent plus âgé, d'un parent plus jeune. Ça peut être un parent d'adolescent, mais ça peut être des parents d'adultes. On voit parfois des parents qui ont des enfants de 40 ans qui ont encore des difficultés très importantes avec les substances et c'est vraiment très difficile. Ces parents-là sont très attachés, aiment leur enfant mineur ou adulte et sont pris dans un engrenage assez difficile d'accompagnement. Mais on a aussi des enfants qui se présentent parfois dans nos services, même parfois des enfants mineurs, qui se présentent parce qu'ils ont des parents qui ont des difficultés avec les substances. Mais on a aussi des adultes qui se présentent avec des parents plus âgés, mais qui ont encore beaucoup de difficultés avec les substances, qui en ont souvent eu, ou les JHA, qui en ont eu tout au long de leur vie et qui vivent toutes sortes de difficultés, comme on les voit énumérées ici à la diapositive. Pourquoi les membres de l'entourage demandent de l'aide? Parmi les raisons les plus invoquées, c'est de pouvoir aider le proche à changer de toutes sortes de façons. Les gens viennent, ils sont généreux, ils veulent attaquer le problème à la source en se disant, bien, si je pouvais l'aider à moins consommer ou à jouer moins ou à arrêter complètement, il me semble qu'on améliorerait beaucoup notre vie commune, notre relation. Puis on voit ici toutes sortes de petites façons de le dire de la part des membres de l'entourage. L'aider à réduire le temps qu'il consacre, donnez-moi des conseils s'il vous plaît. Comment je peux faire pour l'aider à entrer en traitement, pour parler mieux, m'aider à mieux m'affirmer avec lui, etc., etc. Toutes sortes de choses que les proches nous demandent qui vont toutes dans le sens comment puis-je, pas que le proche, mais que le membre de l'entourage nous demande pour l'aider à aider son proche. Mais bien sûr, les membres de l'entourage veulent mieux prendre soin d'eux-mêmes, mais en moyenne, ça vient en second. Il y a toujours des membres de l'entourage qui se présentent en disant « Moi, je viens ici pour prendre soin de moi, c'est ça qui est le plus important, c'est parfait, il n'y a aucun problème. » Quand je dis venir ici, je parle dans nos services partout au Québec en dépendance. Mais c'est souvent, c'est une raison importante. Dans prendre soin de soi, c'est entre autres améliorer la relation avec le proche. Ils veulent, au-delà de la dépendance, ils veulent améliorer la relation avec le proche et ça, c'est très important. Malheureusement, encore en 2026, quand on parle de dépendance, on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de méconnaissance, de mécompréhension dans la population générale. Il y a beaucoup de stéréotypes qui vont circuler, même à travers nos émissions de télévision, par exemple, on peut être confronté à des stéréotypes comme lui, c'est un junkie, c'est un bon à rien. Donc, des très, très grandes généralités, très négatives, très sévères à l'égard de ces personnes-là et évidemment qui sont complètement fausses.
Malheureusement, le fait d'avoir une mécompréhension de la dépendance et une certaine méfiance, malheureusement, qu'on peut parfois avoir à l'égard des personnes qui consomment, fait en sorte que ces idées-là, les membres de l'entourage peuvent aussi recevoir parfois des conseils qui sont non sollicités et qui vont faire en sorte que ça ne va pas être aidant au quotidien, par exemple, de se faire dire, bien, tu devrais couper les ponts là, avec ton enfant. Au fond, tu ne peux rien faire pour l'aider. Comme si on envoie un peu un message aussi d'impuissance par rapport aux membres de l'entourage, ou voire même, très sévèrement, on peut accuser, rendre responsables les parents, au fond, qui peuvent avoir des enfants qui présentent des enjeux au niveau de leur consommation. Ce Donc, qui est vraiment inadéquat à ce moment-là. Inadéquat, mais qui malheureusement est grandement encore véhiculé Oui. et qu'on comprendra, ça amène énormément de culpabilité, de Énormément. honte chez les membres de l'entourage et ça peut être aussi un obstacle à aller chercher de l'aide. Donc, ces mythes-là, à titre de membre de l'entourage, quand on y est confronté au quotidien, bien, ça peut aussi nous amener à douter et à faire en sorte que nous autres aussi, parfois, on n'est pas certain de bien comprendre c'est quoi la dépendance et ça peut nous amener à expliquer d'une certaine manière les raisons qui font en sorte que mon proche consomme. Par exemple, de se dire, bien, s'il m'aimait réellement, il arrêterait de consommer. Peut-être qu'il fait ça finalement parce qu'il veut se venger de moi ou que je ne suis pas assez importante à ses yeux, ou encore, comme on disait, vraiment de se responsabiliser. Ici, on veut vraiment vous sensibiliser à l'importance de revisiter ces perceptions-là et de mieux comprendre la complexité de la dépendance. Donc, d'aider au fond à aussi emmener des données probantes où est-ce qu'on voit que de plus en plus, lorsqu'on interroge des personnes qui ont des enjeux de consommation, ils vont nous dire à quel point le fait d'avoir eu des membres de l'entourage qui étaient présents pour les aimer, pour les écouter, pour les accueillir dans cette détresse-là, bien, ça a vraiment amené une influence marquée dans leur processus de changement et de rétablissement. Donc, ce n'est pas vrai de dire que les membres de l'entourage sont impuissants. Au contraire, les membres de l'entourage peuvent avoir un pouvoir d'agir sur soi-même, mais aussi en vue d'améliorer la qualité de la relation avec son proche, mais aussi parfois d'influencer les comportements d'usage. On garde aussi en tête qu'il n'y a aucune responsabilité, aucune cause unique qui explique la dépendance. Ce n'est pas parce qu'on a été un mauvais parent. La dépendance, c'est beaucoup plus complexe que ça et souvent, c'est des causes multifactorielles, à la fois des facteurs biologiques, à la fois des événements parfois d'adversité qu'on a rencontrés dans notre vie ou des mauvaises influences sociales, mais ce n'est jamais une seule et unique raison. C'est important de garder ça en tête. Est-ce que tu nous rappelles, tu nous rassures, Mélissa, en nous rappelant que c'est pas parce qu'il m'aime pas qu'il change pas, c'est pas de ma faute s'il consomme, je ne suis pas la cause de sa consommation. Au fond, tu nous rappelles de s'apaiser à ce sujet-là pour Et voilà. essayer de comprendre de façon plus complexe la situation. Exactement. Puis, on vous a mis aussi des exemples là, à la diapositive suivante de phrases que vous pouvez vous dire différemment pour vous expliquer la complexité, les raisons qui amènent votre proche à consommer, mais en aucun cas, il fait ça pour se venger de vous parce que vous n'êtes pas une personne importante. C'est beaucoup plus complexe que ça, les fonctions qui amènent une personne là, à consommer au quotidien. Oui, puis peut-être on peut clore en se disant que beaucoup d'études sur le fonctionnement du cerveau nous ont rappelé comment c'est pas simple, qu'il y a toutes sortes de mécanismes, les substances viennent changer différentes fonctionnalités dans notre cerveau, ce qui fait que quand les gens ont de la misère à se contrôler, c'est pas juste une question de volonté, il y a tout plein de choses qui ont changé en eux et dans le fond, ils ont besoin d'aide et d'accompagnement pour faire ces changements-là. Exactement. Donc, maintenant qu'on a dressé un peu le portrait là, de la situation des membres de l'entourage, de nos connaissances à ce jour, on se rappelle que Joël a présenté d'entrée de jeu que souvent, quand les membres de l'entourage arrivent dans nos services, ce qu'ils veulent savoir, c'est concrètement qu'est-ce que je peux faire pour essayer d'accompagner mon proche par rapport à son usage, comment je peux essayer d'influencer sa consommation au quotidien. Donc, c'est ça qu'on va regarder dans les stratégies un peu plus concrètes là, dans les diapositives à venir. On est parfaitement conscient qu'à titre de membre de l'entourage, vous avez déjà essayé une panoplie de stratégies. Peut-être aussi que vous avez pris la décision là, pour un moment de réduire les contacts avec votre proche, puis c'est super correct. C'est des décisions qui vous appartiennent. On n'est pas là pour juger ça. L'idée, c'est vraiment de vous proposer des stratégies qui, on le sait, dans la littérature,
mais aussi dans notre expérience clinique, on se rend compte que ça peut amener un certain changement, davantage de prise de conscience chez le proche qui consomme quand le membre de l'entourage change un peu sa posture au quotidien. Donc, on a classifié les stratégies dans deux grands volets. Tout d'abord, des stratégies qu'on veut davantage vous sensibiliser, puisque ce sont des stratégies qui seraient plutôt à mettre de côté, voire même à proscrire, puisque ça peut amener davantage de méfaits là, dans la relation avec votre proche et ça peut amener dans certains contextes là, un maintien plutôt de l'usage. Tandis que la deuxième stratégie, c'est vraiment des stratégies qui vont favoriser l'atteinte des objectifs, que ce soit une diminution de l'usage qui est visé ou encore l'abstinence. Donc, on commence avec les stratégies qui ont plutôt un effet contre-productif au quotidien. On se rappelle encore une fois, on est très, très sensible à votre réalité. On comprend à quel point c'est lourd au quotidien, qu'il y a un énorme fardeau, qu'il y a une surcharge au niveau des responsabilités et que parfois, vous pouvez vivre de la colère, une très grande frustration, voire même un découragement, ce qui peut parfois nous amener dans le flot de l'émotion à peut-être être très critique, à avoir nous aussi des jugements très sévères à l'égard de notre proche. Puis on se dit, bien peut-être que des fois, si je lui parle plus fort, je lève le ton ou je lui dis à quel point qu'à cause de sa consommation, il est en train de gâcher sa vie, peut-être que ça va vraiment le shaker et qu'il va faire des prises de conscience. Eh bien, sans surprise, vous comprendrez que tout ce qui a trait aux critiques, aux reproches, aux jugements, c'est plutôt quelque chose qui est négatif puisque ça va venir possiblement miner l'estime de soi du proche. Souvent, nos consommateurs, nos joueurs, au niveau de la confiance en soi, c'est très, très bas. Ils ont déjà beaucoup de honte. Donc, le fait d'en rajouter comme ça, c'est plutôt contre-productif. Ce n'est pas aidant au quotidien. Mais vous avez le droit d'être fâché, irrité, etc. Mais cette façon de l'exprimer n'amène pas l'effet voulu. Exact. On va voir des stratégies tantôt au niveau des habiletés à la communication, comment je peux mieux exprimer ma détresse sans que ça soit dans les jugements ou les reproches. Ici, même chose, un autre regroupement de stratégies qui, encore une fois, on comprend, quand on est inquiet, qu'on essaie de savoir ce qui se passe, qu'on essaie de trouver des solutions qu'on veut comprendre, bien, ça se peut qu'on tombe dans le contrôle excessif, qu'on tombe dans des stratégies vraiment d'enquêter, de surveiller un peu compulsivement le proche. Encore récemment, dans un suivi, là, on avait une conjointe qui nous parlait qu'elle avait la géolocalisation de l'automobile de son conjoint et qu'elle le suivait partout quand elle allait acheter sa cocaïne. Évidemment, elle ne dormait pas de la nuit. C'est pas aidant. Donc, l'idée, c'est de prendre conscience de pourquoi on fait ça réellement et est-ce qu'on arrive à s'apaiser via l'enquête, la surveillance? Souvent, la réponse, c'est non. Au contraire, ça va augmenter l'anxiété et ça va souvent amener davantage de conflits avec le proche parce que là, on va argumenter, etc. Et c'est plutôt contre-productif au quotidien. Puis on comprend les membres de l'entourage qui font ça parce que souvent, il y a tellement de mensonges, de cachettes. Fait que là, ils veulent savoir, ils veulent apprendre, fait qu'ils s'y prennent de cette façon-là. Mais ça ne donne pas l'effet désiré. Malheureusement. Au niveau des menaces ultimatums qui sont non tenues, donc parfois dans le désespoir, on a des membres de l'entourage qui vont annoncer à leurs proches que là, la prochaine fois que tu consommes, s'il y a une rechute, là, c'est terminé, je quitte avec les enfants, je demande le divorce. Si vous êtes rendu là dans votre processus, puis que c'est un réel cri du cœur et que vous voulez réellement mettre en place une stratégie avec une médiatrice, par exemple, pour s'en aller vers un divorce, c'est correct. Ça se peut que vous soyez rendu là. Toutefois, quand on utilise un peu cet ultimatum-là, encore une fois, pour shaker notre proche, pour qu'il prenne réellement conscience de notre détresse, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est plutôt contre-productif de ne pas arriver à réellement mettre en place cette menace-là au quotidien. Fait qu'au fond, si vous ne voulez pas vivre cette rupture-là, ce n'est pas une bonne idée de faire la menace de rupture. Exactement. Le mépris, le rejet affectif, donc ça arrive que les membres de l'entourage sont très épuisés, qui ont besoin au fond de s'isoler de leurs proches, de se renfermer.
Ici, il se peut là, que dans certains moments d'épisodes de consommation très, très sévères, que pour vous protéger, vous avez décidé là, pendant quelques heures de ne pas parler avec votre proche, c'est correct. C'est pas de ça qu'on parle ici. Ici, encore une fois, si c'est une stratégie qui est utilisée en vue de faire des prises de conscience à notre proche que la situation ne nous convient pas et qu'on va volontairement bouder un peu, cesser de parler aux proches pendant des jours ou arrêter de l'inviter à des rencontres familiales parce qu'on a honte de ses comportements. Tout cet isolement-là du proche, ce n'est pas quelque chose qui est souhaitable au long terme. Ça va plutôt altérer vraiment le lien significatif que vous pouvez avoir avec votre proche et de son côté renforcer la honte, encore une fois, qui n'est pas correcte dans ses agissements au quotidien. Et finalement, fort intéressant, une dernière catégorie au niveau plus de la tolérance passive. Donc, des membres de l'entourage qui vont plutôt minimiser la situation, nier le problème en se disant, bon, c'est temporaire, là, ça va finir par passer, ça va finir par être moins pire. Donc, ça aussi, à court terme, ça peut être efficace pour se protéger. Toutefois, sur le moyen, le long terme, ne rien faire, se mettre la tête dans le sable, c'est plutôt une stratégie qui va augmenter encore plus la détresse psychologique des membres de l'entourage, renforcer leur sentiment d'impuissance, tandis qu'au contraire, comme on va le voir avec Joël, il y a des stratégies que vous pouvez mettre en place au quotidien pour essayer d'aider à rendre le quotidien un peu plus simple, plus facile. Oui, on va les reprendre une par une, mais nommons-les, là, les trois. Donc, on peut tout à fait renforcer la sobriété. Puis quand on discute avec les membres de l'entourage, c'est souvent toutes sortes de choses qu'ils ont déjà fait. Mais si les personnes de l'entourage viennent nous voir, les membres de l'entourage viennent nous voir, on va les aider à le faire systématiquement, comme toujours le faire dans la même direction. Fait que renforcer la sobriété, retrait de renforcement de l'usage, on va les nommer tantôt, par exemple, ou encore laisser vivre les conséquences naturelles. Bon, si on les reprend une par une. Alors, c'est sûr que les substances, il n'y a personne qui consomme des substances ou joue à des jeux d'hasard et d'argent pour rien. Il y a toujours un bénéfice, il y a toujours un rôle de la consommation d'alcool, de cannabis, de cocaïne ou encore de jeux d'hasard et d'argent. C'est important de trouver avec le membre de l'entourage ou en l'observant quels sont les bénéfices qu'il recherche et on pourrait ensemble trouver par exemple, si le conjoint arrive du travail puis il boit de nombreuses bières ou fume du cannabis pour relaxer parce qu'il arrive stressé, bien, on pourrait être, ça pourrait être fort intéressant de proposer de relaxer ensemble en allant prendre une marche, en faisant quoi que ce soit que le couple aime, que les deux aiment, qui vise à relaxer. Donc, on va renforcer positivement la sobriété en étant astucieux pour trouver des renforcements qui sont proches de ce que la consommation ou les jeux d'hasard d'argent apportent. On ne le fait pas au hasard, puis à partir du moment où, comme membre d'entourage, on décide de faire ça, on se met à le faire de façon régulière. Le but est de renforcer des beaux moments de sobriété avec des renforcements qui sont semblables à ce que la personne cherche avec la consommation. Puis on pourrait en faire une petite liste, puis on peut même avoir une conversation ouverte avec notre proche, pour trouver ensemble des moyens qui viendraient remplacer la consommation ou les jeux d'hasard d'argent, puis qui sont des beaux renforcements. On se rappelle que l'être humain est un petit cœur fragile et que les renforcements verbaux, tout ce qui est positif, les remarques positives, on remarque comment les gens nous disent « Ah, il m'a apporté un verre d'eau. Ah, puis pourquoi c'est favorable? Parce que les gens se disent « Ah, il a pensé à moi, il s'est préoccupé de moi. » Toutes ces petites choses positives associées à la sobriété sont extrêmement intéressantes. Puis on en nomme ici quelques-uns, comme écouter de la musique, regarder un film, une émission de sport, préparer son repas préféré, se montrer chaleureux, faire des tâches domestiques, le complimenter. L'important, c'est que ce soit agréable pour le proche, facile à faire pour vous, gratuit, peu dispendieux, on n'y achète pas de nouvelle auto, bien sûr, confortable pour vous, c'est ça. C'est ce qui est très important. L'important aussi, c'est si la personne consomme, bien, on ne le fait pas. On le fait systématiquement en moment de sobriété
Puis, on ne le fait pas si la personne a consommé. C'est très, très important. Puis même, on le lui dit, tu sais, là, on a un beau repas ensemble, etc., mais ou on prend une marche ensemble, mais ce soir, je n'irai pas avec toi marcher parce que là, tu as bu, puis je te l'ai dit, pour moi, c'est difficile quand tu bois beaucoup. On avait dit 1 ou 2 bières, mais là, tu en as pris plus. On ne se chicanera pas là-dessus, mais je n'irai pas marcher avec toi parce que c'est pas ça que je veux, c'est pas cette relation-là que je veux avec toi. Mais inquiète-toi pas, demain, là, si tu ne bois pas, ça va me faire plaisir. Si tu bois peu, ça va me faire plaisir, on va aller marcher. J'aime ces moments-là avec toi. Il faut qu'on y va du côté des renforcements et on est systématique. On ne fait pas ces renforcements-là si la personne a ces excès de consommation de jeux d'hasard et d'argent. Il y a des renforcements simples, entre autres, des renforcements qu'on veut éviter. Il y a des renforcements de l'usage, comme par exemple des gens que je voyais qui avaient un joueur dans leur famille, mais sans y penser, ils l'emmènent dans un restaurant où il y a des appareils de jeux vidéo qui font ding, 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 puis ça sonne, puis ça joue. C'est pas loin de la table où ils mangent. Bien, c'était tout à fait gentil. Ils voulaient l'amener là parce qu'ils savaient qu'ils aimaient cet endroit-là. Mais dans le fond, rendus sur place, ils se sont aperçus, oh mon Dieu, c'était pas un bon choix. Pourquoi? Parce qu'il y a des renforcements qui stimulent, etc. On essaie de ne pas acheter l'alcool préféré de la personne. Un autre couple que je voyais, bien, la dame a dit, bien, c'est parfait, maintenant que tu décides de moins consommer, on va sortir tout l'alcool de la maison. On pourrait, c'est important d'éviter de valoriser, hein. On dit, par exemple, on ne va pas valoriser le fait que quelqu'un porte bien l'alcool alors qu'il y a des difficultés avec l'alcool. Et si un joueur ou une joueuse arrive avec un bon montant d'argent, puis il y a des dettes, etc., puis il arrive avec 500 $, il a gagné, on va toujours rappeler aux membres de l'entourage, il ne faut pas partir à la fête avec cet argent-là. Prenez-le, donnez-le pas au voisin, on est d'accord, mais payez des comptes, faites des choses pas intéressantes, mais importantes. On paye des comptes, mais on n'a pas un plaisir immédiat tel que dire, regarde, on va se payer une belle sortie avec ça. Parce que ça vient renforcer le fait qu'il est allé jouer, puis que là, il y a eu de l'argent, puis ça devient un renforcement. On rappelle toujours comment la personne est plus agréable. On revient à nos renforcements positifs quand il ne consomme pas ou n'a pas joué. Dernier point que je vais aborder, laisser vivre les conséquences naturelles des comportements de jeu d'hasard et d'argent ou de consommation si ça n'a pas des conséquences graves pour la personne ou pour la famille. Par exemple, est-ce que tous les matins, quand il a trop consommé, le lendemain matin, est-ce que j'appelle le patron ou la patronne pour l'excuser, inventer un mensonge, dire quoi que ce soit pour dissimuler puis le protéger d'une certaine façon? Peut-être que oui, si c'est très important puis que ça le met à risque de perdre son emploi puis qu'il n'y aura pas d'autre emploi puis que ça met notre famille en danger, je ne ferai pas ça. Si le patron est au courant, ça ne le met pas à risque de perdre son emploi, mais ça lui cause un malaise, bien sûr, que les gens à son travail le sachent, ça se peut que je le dise. Une dame nous rappelait que son conjoint était arrivé puis il avait stationné sa voiture dans la cour du voisin. Le lendemain matin, le voisin n'était pas content pour partir travailler alors que l'auto barrait le chemin. Alors, elle a envoyé elle l'a réveillé, elle a dit, tu vas y aller toi-même, tu vas aller sortir la voiture. Le malaise que ça va créer, bien, c'est une conséquence naturelle bien à vivre si elle est raisonnable pour stimuler le changement. Merci, Joël. Donc, au-delà des stratégies, on comprendra aussi que ce n'est pas une recette magique. Au fond, ce n'est pas nécessairement de catégoriser c'est quoi la meilleure stratégie, mais ici, on veut vous inviter. On a développé un petit processus réflexif là, dans le cadre de l'intervention Reliance, où est-ce qu'on aide les membres de l'entourage à vraiment prendre le temps de réfléchir avant de mettre en place une stratégie. Est-ce que c'est vraiment le bon contexte et est-ce que, par exemple, la stratégie que je veux utiliser, elle est cohérente au contexte actuellement? Donc, peut-être que dans le temps des fêtes, vous avez décidé, par exemple, de payer certaines dépenses à votre proche parce que c'était le temps des fêtes, que c'était important pour vous de lui faire plaisir, d'être peut-être un peu plus dans l'abondance, mais il se peut qu'à partir de maintenant, ça soit plus cohérent, ça soit plus contextuel pour vous, ça fasse moins partie de vos valeurs de vouloir aider votre proche à continuer à rembourser ses dettes. Donc, que vous décidez à ce moment-ci de cesser de payer les dettes, ce qui pourrait être une bonne décision aussi.
L'idée, avant de remettre en place une stratégie, c'est de se questionner à titre de membre de l'entourage, est-ce que je suis à l'aise avec cette stratégie? Par exemple, on vient de parler de aider financièrement son proche. Bien, pour certains parents, c'est impensable de penser que s'ils ne payent pas le loyer, peut-être que leur enfant va se retrouver à la rue, va devenir une personne itinérante. Évidemment que si on n'est pas à l'aise et juste l'idée de penser à cette stratégie-là, on devient inconfortable, bien, on ne va pas aller de l'avant à ce moment-ci et c'est correct. Peut-être que ça sera une stratégie qu'on utilisera plus tard, quand on aura davantage d'énergie, qu'on aura cheminé, mais tout simplement, on va la mettre de côté pour le moment. Même chose au niveau de la transparence. Plus les membres de l'entourage, on remarque qu'ils sont capables d'affirmer ouvertement, concrètement à leurs proches que la prochaine fois que telle situation va arriver, voici la posture que je vais adopter, voici le comportement que je vais mettre en place, bien ça nous parle d'une certaine confiance et on a aussi de meilleurs résultats dans la mise en application d'une stratégie lorsqu'on est capable d'être transparent avec son proche. Et sans doute que ça va aussi nous avoir permis en avant-plan d'anticiper la réaction de notre proche. Donc, de prendre le temps de réfléchir. La prochaine fois que je refuse, par exemple, d'aller acheter sa caisse de bière en fin de soirée, bien, de prendre le temps de réfléchir à comment il va réagir. Évidemment que ça va peut-être créer une crise, un déséquilibre, mais si on a pris le temps d'y réfléchir, de se préparer à savoir qu'est-ce qu'on va faire, bien, plus on pense que ça va être plus facile de mettre en place cette stratégie-là. Évidemment, sans surprise, il faut aussi être cohérent à travers le temps. C'est-à-dire que moi, à titre de membre de l'entourage, je vais cheminer à travers les années. Parfois, je vais être plus à l'aise, moins à l'aise. Peut-être que dans certaines situations aussi, je vais avoir moins d'énergie parce que je rencontre d'autres difficultés dans mon quotidien. Donc, ça va être moins une bonne semaine pour essayer toutes sortes de nouvelles choses. Même chose du côté du proche, hein, si la personne est en négation de ses problèmes, bien, peut-être que les stratégies qu'on va mettre en place vont être différentes que si notre proche a fait plusieurs mois, par exemple, qu'il a atteint ses objectifs de consommation. Donc, l'idée, c'est de toujours un peu se poser ces questions-là, de garder en tête ce petit processus réflexif avant de mettre en place une stratégie pour nous aider à voir est-ce que c'est la meilleure stratégie à ce moment-ci dans ma vie. On garde aussi en tête, hein, on a des membres de l'entourage qui viennent nous voir souvent en couple, donc 2 parents pour leur enfant. C'est important d'être quand même cohérent le plus possible dans les messages qu'on va envoyer à notre proche. Donc, quand on est plusieurs membres de l'entourage à soutenir notre proche, on essaie d'avoir d'abord une vision commune de comment on va le soutenir au quotidien, dans quelle direction on va aller pour vraiment faire front commun ensemble. Parce que si papa dit toujours oui, maman dit toujours non, ça amène d'autres défis dans la dynamique et ça n'envoie pas des messages cohérents pour le proche. Alors, on s'est dit que dans l'introduction, qu'on parlait aussi de comment on peut améliorer la qualité de la relation. Donc, on vient de voir comment on peut influencer la personne qui a une difficulté avec les substances ou les JHA, comment on peut interagir de façon à optimiser les chances qu'ils réduisent ou cessent de consommer. Mais c'est important aussi, les membres de l'entourage demandent comment je peux améliorer ma relation avec lui ou avec elle. Donc, allons avec un petit rappel de quelques habiletés à la communication qui sont pertinentes. On va toutes les regarder en même temps. Bref, imaginons Manon, qui est à la maison, elle revient de travailler, elle a 2 enfants qui vont à l'école, qui sont en bas âge toutefois. Il y a des devoirs, il y a un souper, elle est fatiguée. Et son conjoint, appelons-le Kevin, lui aussi revient de travailler, possiblement, mais s'en va au sous-sol, gamer, prendre une bière, relaxer, et il fait ça à toutes les fois. Déjà, je vous entends grogner à la place de Manon, mais je grognerai moi aussi. Prenons une première situation où Manon elle se met la face dans le cadre de porte du sous-sol et elle dit « Hey, t'es encore aussi paresseux qu'avant? » Donc, elle lance une insulte. Bien, on la comprend. Elle est choquée, elle est tannée, elle en a plein les bras, elle est épuisée. On a beaucoup d'empathie pour Manon. Probablement quand même que son message n'a pas l'effet désiré. On va peu de chances qu'on voit Kevin monter en disant « Mon Dieu, chérie, je m'excuse, j'arrive tout de suite, je viens à la rescousse. » Peu probable. Puis, probablement que c'est parce que ça fait souvent que ça se passe comme ça. Ça fait plusieurs fois. Donc, on n'est pas dans une situation nouvelle.
Si on avait Manon avec nous, on l'aiderait, on aurait toute l'empathie du monde pour sa réaction, on la comprend bien, mais peut-être qu'elle pourrait s'exprimer différemment pour dire la même chose, mais de façon à ce qu'il y ait plus de chances que Kevin manifeste un petit peu d'ouverture et vienne faire quelque chose. Peut-être qu'elle va le prendre dans un moment, peut-être pas dans le feu de l'action, peut-être qu'elle va le prendre plus tard dans la soirée, puis qu'elle va lui dire, elle va essayer d'être brève, elle va lui dire, tu sais, elle va être concrète sur la situation. Elle va le pointer, être concret. Elle va dire, tu sais, Kevin, quand tu arrives de travailler, puis que tu t'en vas à la cave et que tu games et que tu prends de la bière, puis tout ça, et que moi, je suis dans la cuisine, j'essaie de faire le repas, j'essaie de répondre aux petits devoirs, j'essaie de tout faire, moi, je deviens très épuisé et ça me choque, je deviens choqué, hein, tout à fait légitime qu'elle dise qu'elle est choquée. Et j'ai l'impression que tu ne fais pas ta part dans le fait de prendre soin des enfants, puis comme si tu me laisses seul dans cette tâche-là. Donc, elle a fait un message assez bref, centré sur une situation concrète. Au lieu d'avoir une grande insulte, tu es paresseux, elle s'est centrée sur un comportement. Elle a dit ce que ça lui fait vivre. Fait que ça donne à Kevin des prises pour dire, ah oui, si je voulais changer, voici, si je voulais que ma conjointe soit plus contente. Déjà dans le message, il sait déjà ce qu'il pourrait faire. Ça lui donne une chance. Ça ne veut pas dire qu'il va changer, mais ça donne plus de chance. Puis, elle peut rajouter à la fin, je comprends, ou à travers le message, elle peut dire, je comprends que tu es fatigué puis que ça te fait du bien de relaxer. Je comprends, moi aussi, j'aurais besoin de ça, qu'elle peut rajouter, mais je comprends ton besoin. Elle peut rajouter des choses comme, et j'aimerais peut-être que tu viennes m'aider, puis là, ils vont peut-être pouvoir se mettre en mode solution. Donc, changer notre façon de faire au lieu d'accuser, changer notre façon de faire. On a mis par la suite là, d'autres messages qui peuvent être communiqués quand les gens essaient beaucoup de contrôler, surveiller, etc. Souvent, un message, puis c'est vrai en dépendance, c'est vrai dans tous les types d'entourage qui accompagnent des gens très malades ou qui ont toutes sortes de solutions, toutes sortes de problèmes, pardon, et que le membre de l'entourage essaie de trouver des solutions. Souvent, à travers des comportements envahissants, difficiles des membres de l'entourage, c'est beaucoup d'inquiétude qui est manifestée. Et il est utile que le membre de l'entourage dise, tu sais, je suis peut-être fatigant quand je veux toujours savoir où tu vas, etc. Mais dans le fond, c'est parce que je t'aime beaucoup et je suis inquiet pour toi. J'ai beaucoup de préoccupations, puis je voudrais que ça aille bien. J'essaie de faire quelque chose, je ne m'y prends pas toujours de la bonne façon, mais c'est parce que je t'aime et je suis inquiet. Juste ce message-là, souvent, fait beaucoup de bien. Il faut prendre le temps de se nourrir. On a observé de bons scientifiques sur la relation familiale et de couple ont observé que, entre autres, quand il y a des conflits entre des personnes, les gens, l'être humain est assez naturel là-dessus, cessent de poser des gestes positifs ou de dire des paroles positives envers les personnes avec qui ils ont des conflits. Ils se referment et cessent de nourrir la relation au fond. Puis, typiquement, toujours dans les personnes que l'on accompagne, on dit des choses comme « Je comprends que la relation est difficile, mais nourrissez la relation. » Puis nourrir la relation, ça veut dire reprendre des petits moments positifs ensemble, dire des choses positives. Je peux à la fois être irrité de certains comportements que tu as, mais quand même te dire que je t'apprécie, quand même dire ben c'est le fun, on va aller au cinéma ensemble, on va sortir, on va aller prendre une marche, on va faire quelque chose, on va aller faire du sport, je ne sais pas quoi. Bref, les conflits, il ne faut pas céder à l'envie de retirer tous les renforcements positifs de la relation, même s'il y a des conflits. Au contraire, nourrir le cœur donne du courage pour affronter les difficultés. Puis Joël, si je peux me permettre Bien sûr. d'ajouter, on comprend qu'en ce moment, peut-être que vous entendez ça, puis vous faites comme, voyons, là, depuis le début de la conférence, vous êtes en train de me dire, fais ci, fais ci, fais ça. Je suis toujours en train de faire quelque chose, puis peut-être que j'ai l'impression que mon proche, lui, il fait pas grand-chose, puis que c'est moi qui mets beaucoup d'efforts. On se ramène à nos objectifs initiaux de qu'est-ce que les membres de l'entourage souhaitent quand ils viennent dans nos services. Ça demeure qu'ils veulent avoir des outils concrets pour influencer l'usage du proche et qu'ils veulent améliorer la qualité de la relation. Donc, ça se peut qu'à certains moments, on soit tellement épuisé que là, on écoute ce discours-là puis que ça paraisse très, très difficile, voire impossible à mettre en place. Mais qu'est-ce qu'on remarque, c'est que de petites modifications, des petits essais, où est-ce que, par exemple, on pourrait travailler avec un membre de l'entourage. Est-ce que c'est possible pour toi d'essayer pendant
une soirée ou raccourcir la période pendant un souper, de ne pas parler de la situation d'usage. Là, l'idée, c'est d'essayer de passer un beau moment avec ton proche. Donc, est-ce possible de mettre ça un peu de côté puis de juste discuter de comment a été ta journée, qu'est-ce qu'on fait en fin de semaine. Donc, si vous voyez que c'est trop gros ce qu'on vous présente, ramenez ça à des petits pas, un à la fois. Puis, comme on dit, des fois, c'est juste de passer une soirée sans essayer d'être dans le conflit, dans la dépendance, mais on voit que ça peut être possible là, dans la majorité des cas. C'est vraiment excellent ce que tu rapportes. Puis d'ailleurs, il y a des personnes aussi qui viennent pas dans nos services puis qui disent, ben moi, j'ai mis fin à la relation, c'était trop lourd. Et c'est tout à fait correct, là, c'est tout à fait bien. Ce qu'on vous propose, c'est si vous êtes en train de vous investir dans la relation, peut-être que ce qu'on vous propose, c'est de le faire différemment. Ça va moins vous gruger d'énergie. Ça a plus de chances d'être efficace. Ça ne veut pas dire que ça va être toujours efficace. Je peux donner un petit exemple d'un couple, une dame qu'on accompagnait qui avait un conjoint qui consommait énormément de cannabis. Puis, elle était très en colère et on comprend. Il y avait un enfant en bas âge et elle était seule dans tout ça avec un conjoint qui était parti dans son monde de consommation. Il va falloir que tu branches ton ordinateur, Mélissa. Mais justement, cette dame-là, on a travaillé avec elle pendant plusieurs rencontres à cesser de critiquer son conjoint parce qu'on l'avait écouté puis elle nous rapportait comment qu'elle l'insultait parce qu'elle était très en colère. Puis on avait dit, bien, à la fois, vous avez immensément raison d'être en colère, mais peut-être que le blâme constant à chaque jour, peut-être que ça ne fait pas l'effet que vous désirez puis que ça lui donne juste, lui, plus envie de consommer encore. Puis ça a été assez impressionnant le jour qu'elle a dit, bon, OK, parfait, je ne le blâme plus, je suis encore en colère, mais je ne vais pas le blâmer. Ça l'a tellement désarçonné son conjoint qu'il s'est mis à demander, mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne m'attaques plus? Puis elle a dit, ben, j'ai décidé de ne plus te blâmer. Je ne suis pas contente de la consommation, mais regarde, c'est les choix que tu fais. Et ça l'a engagé dans les services. Il s'est mis à se remettre en question par une action assez simple, mais quand même majeure. Ça a changé complètement la situation. Donc, on donne beaucoup d'exemples, mais il y a des fois une affaire là-dedans qui vient faire beaucoup d'effets. C'est une excellente remarque, Mélissa. Ça nous amène donc à une section sur comment, à titre de membre de l'entourage, je peux essayer de préserver mon équilibre, mon bien-être au quotidien. On est parfaitement conscient que souvent, c'est pas ça qu'on a le goût d'entendre parce que rapidement, on veut essayer de mettre un terme à tous les méfaits qui sont liés à la dépendance dans notre quotidien. Toutefois, il faut garder en tête que maintenant, les membres de l'entourage peuvent être considérés aussi comme des personnes proches aidantes. Et ce nouveau paradigme-là nous amène des réflexions fort intéressantes, à savoir que si je veux soutenir de la manière la plus efficace mon proche au quotidien qui rencontre des difficultés, bien, moi aussi, je dois avoir une certaine énergie, un certain niveau d'équilibre au quotidien. Donc, c'est ça qu'on va regarder ensemble, des petites choses qui, en apparence, peuvent paraître très banales, mais qui sont largement appuyées par la littérature scientifique pour nous aider à maintenir la forme au quotidien. Encore une fois, je présente toujours cette diapositive-là, puis j'en parle dans ma pratique concrètement avec les membres de l'entourage. Il faut aussi revenir à la base, dans le tourbillon du quotidien, surtout si on a des jeunes enfants à la maison, qu'on doit prendre soin aussi peut-être d'une autre personne qui est malade dans notre famille, en plus de notre conjoint. Ça fait en sorte que la vie va très, très vite et quand ça ne va pas bien, on peut remarquer les membres de l'entourage qui ont tendance à mettre de côté des saines habitudes de vie. Donc, arrêter de se faire des lunchs le midi, aller souvent acheter quelque chose qui est préfet. Ça peut être aussi de la séance de yoga. Bien, j'y vais plus. J'ai plus le temps d'aller courir non plus. Ma gestion du stress, bof, on n'en parle même plus. Là. Je suis tout le temps stressée et évidemment, ça fait en sorte que je dors moins bien. Si ces éléments-là ne sont pas consolidés au quotidien ou qu'on n'essaie pas de prendre conscience qu'il y a peut-être des petits ajustements que je pourrais faire pour essayer de retrouver un certain équilibre, bien, ça va être difficile de mettre en place toutes les autres stratégies qu'on vous propose au quotidien. Donc, on garde en tête que ça, c'est vraiment la base des choses fondamentales que lorsque les êtres humains arrivent à être équilibrés sur ces différentes sphères de vie-là, on voit que c'est plus facile affronter les éléments d'adversité au quotidien. Évidemment, ça va continuer d'être difficile, d'avoir une détresse, mais on va avoir une meilleure santé, meilleur système immunitaire pour pouvoir y faire face d'une manière efficace.
Récemment aussi, dans nos travaux, qu'est-ce qu'on a remarqué? On parlait de stigmatisation d'entrée de jeu. On a remarqué à quel point, malheureusement, cette stigmatisation-là était aussi vécue par les membres de l'entourage et ça pouvait faire en sorte qu'ils soient confrontés à une certaine exclusion sociale. Évidemment, c'est quelque chose qui va se faire progressivement. Ça ne sera pas du jour au lendemain. Mais dans une famille, peut-être qu'on va être de moins en moins invités aux rassemblements familiaux, puisque, bon, peut-être que notre conjoint ou notre enfant va avoir eu certains comportements inappropriés parce qu'il était intoxiqué. Ça va créer une certaine gêne, voire même de la honte, et ça va faire en sorte que peut-être certaines personnes vont prendre distance avec les membres de l'entourage. Donc, le fait d'être comme ça mis à l'écart au quotidien, de recevoir de moins en moins de téléphones, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a des membres de l'entourage, souvent d'une manière inconsciente, mais aussi parfois d'une manière volontaire, vont eux aussi décider de personnellement s'exclure un peu de la vie sociale pendant un moment pour gérer la crise. Donc, une maman pourrait elle-même se rendre compte que, ouais, finalement, à chaque Pâques, elle invitait tous les membres de la famille, mais là, ça fait 2 ans qu'elle ne le fait plus parce qu'elle a peur que ça dégénère à cause de la consommation. Peut-être aussi qu'elle va se rendre compte qu'à toutes les fois que ses amis l'appellent, ben, elle ne répond plus parce qu'elle n'est pas à l'aise, encore une fois, de dire que la situation a stagné puis que c'est encore difficile à la maison. Donc, les membres de l'entourage peuvent devenir très, très sélectifs et petit à petit s'isoler et vraiment réduire les opportunités de rencontres sociales qu'ils pourraient avoir au quotidien. Cette stratégie d'adaptation-là, davantage d'exclusion, d'isolement, oui, ça peut être efficace à court terme, mais toutefois, il faut faire attention puisque on a vraiment beaucoup d'études qui vont nous dire à quel point sur le moyen, sur le long terme, à quel point ça peut être dommageable de complètement s'isoler et de ne pas avoir personne dans notre entourage sur qui on peut compter, sur qui on peut s'épauler, avoir une discussion franche quand ça va moins bien. Ce qu'on remarque, c'est que lorsque les gens vont ressentir de la solitude, et ici je vous parle d'études à travers la population générale, donc pas seulement des membres de l'entourage, mais on a des méta-analyses, donc vraiment très, très haut au niveau de la pyramide des évidences qui a mis de l'avant à quel point le fait de ressentir de la solitude, c'est-à-dire d'un point de vue subjectif, de ressentir qu'on est seul, avoir l'impression que si je suis en danger, je ne sais même pas qui je pourrais appeler, je ne sais pas sur qui réellement je peux compter. Donc, parfois, les gens en apparence peuvent avoir beaucoup d'amis dans leur réseau social, donc ne sont pas isolés de manière objective, mais de manière subjective, ils peuvent se sentir très, très seuls. Ce sentiment-là, malheureusement, ça va amener des méfaits d'un point de vue de la santé physique, d'un point de vue de la santé mentale. On a même des études qui vont nous dire que ça va réduire l'espérance de vie si cette solitude-là est vécue sur le long cours et que ça peut avoir des effets dommageables aussi pires que le tabagisme, donc une personne qui fume un paquet de cigarettes par jour. Donc, c'est énorme comme connaissance et c'est pourquoi on veut vous inviter à être sensible à cette réalité-là, mais aussi vous proposer des pistes d'action. On a une autre étude qui a été faite chez nos voisins du Sud là, aux États-Unis, une étude qui a démarré là, après la Deuxième Guerre mondiale, qui a regroupé des milliers de participants sur plusieurs générations. Donc, par exemple, mes grands-parents pourraient avoir participé, mes parents, moi aussi, mes enfants, et des gens de toutes sortes d'horizons. Donc, peu importe la culture, peu importe c'est quoi ton métier dans la vie. Donc, l'idée, c'était vraiment d'avoir un portrait de la population générale. Et qu'est-ce que les chercheurs ont trouvé comme connaissance? C'est assez impressionnant. Et ça, c'était vraiment un constat. Peu importe quel âge, peu importe c'est quoi ton genre, ton origine, ton ethnie, ce qu'on va remarquer, c'est que les gens qui ont été capables d'entretenir des relations sociales qui sont positives, bien, c'est des gens qui vont rapporter davantage un niveau de bonheur élevé, qui vont aussi rapporter, parce qu'on mesurait des indicateurs au niveau de la santé physique et mentale, et qui vont rapporter une plus longue espérance de vie. Donc, rappelez-vous, tantôt, on parlait des deux bases, l'alimentation, le sommeil, l'exercice. Bien, maintenant, on parle aussi de l'importance du réseau social au quotidien.
On est parfaitement conscient aussi que, comme on l'a vu, hein, à cause de toute la stigmatisation qu'on a vécue, peut-être qu'à titre de membre de l'entourage, notre réseau social s'est un peu effrité à travers le temps. C'est correct aussi. L'idée, c'est de garder en tête que ce réseau social-là, bien, peut-être que je peux me le créer avec de nouvelles personnes, hein. L'idée, c'est d'apprendre aussi à créer des nouveaux liens, de par le fait que ces connexions sociales-là qu'on peut avoir au quotidien, ça fait partie des ingrédients clés de notre bien-être. Donc, on vous invite, si vous le souhaitez, ce n'est pas obligatoire évidemment, mais si vous le souhaitez, peut-être à prendre le temps justement à réfléchir à c'est qui votre réseau social actuellement et de voir il y a 1 an, il y a 5 ans, est-ce qu'il y a eu un écart avec ce réseau social-là? Donc, peut-être qu'il y a des gens que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé, mais que ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils ne seraient pas présents pour nous si on en avait besoin. Donc, on peut prendre le temps de se positionner, de voir c'est quoi notre réseau social. Et il y a des auteurs ici qui présentent là, un petit diagramme, bon, avec 2 grands axes. Donc, lorsqu'on identifie des gens dans notre réseau qui pourraient être aidants, donc de se questionner à quel point cette relation-là peut être stimulante pour moi au quotidien. Donc, quelque chose qui est positif, une personne avec qui je peux vraiment faire des activités qui vont m'emmener un certain bien-être, versus est-ce que j'ai d'autres personnes dans mon réseau c'est plutôt un épuisement que ça m'amène au quotidien parce que finalement, à toutes les fois que je leur parle, ils me jugent, ils ne m'écoutent pas vraiment, ils essaient toujours de trouver des solutions. Donc, peut-être qu'à ce moment-là, quand j'en prends conscience, bien, je vais essayer de mettre de côté cette relation-là et plutôt d'aller vers des relations qui sont plutôt stimulantes et que je peux m'appuyer au quotidien. Même chose aussi quand je travaille les relations sociales avec les personnes. J'aime ça aussi prendre le temps d'aider les gens à prendre conscience, que dans notre réseau social, on peut avoir toutes sortes d'amis ou de personnes dans notre famille, mais qui vont nous amener un soutien qui est différent. Donc, pour éviter aussi certaines frustrations, où est-ce que je me rappelle d'une dame qui était très, très en colère contre son conjoint parce qu'elle lui reprochait de ne pas avoir d'activité de loisirs commun au quotidien. Mais en même temps, son conjoint lui amenait une très, très forte sécurité émotionnelle au quotidien. Elle était très à l'aise avec lui, donc une belle proximité aussi au niveau de l'intimité, une belle sécurité. Donc, on essayait de réfléchir à qui dans ton réseau social pourrait davantage t'aider à nourrir cette sphère de vie-là, de loisirs, et c'est correct ainsi. Il ne faut pas s'attendre que toutes les personnes dans notre réseau sont aptes et disponibles à nous offrir l'ensemble de ces soutiens-là. Donc, quand on réfléchit à notre réseau, de voir quelle personne je peux solliciter quand j'ai besoin d'aide concrète, par exemple, pour faire une tâche à la maison, bien, ça se peut que ça ne soit pas la même personne si j'ai besoin d'appeler une personne pour ventiler et parler de ma détresse. Si jamais votre réseau social, pour le moment, est plus pauvre, puis c'est correct aussi, l'idée, c'est de quand même susciter l'espoir chez vous, ou est-ce qu'on a une très, très grande littérature aussi qui vient appuyer que les interactions sociales qu'on pourrait appeler brèves et un peu anodines du quotidien, bien, plus on a des gens qui prennent le temps de s'intéresser à c'est qui les autres personnes qui ont autour d'eux, même si c'est des inconnus, et de prendre le temps, par exemple, si je prends une marche avec mon chien, que je rencontre une autre personne, de juste la saluer. Quand je suis à l'épicerie puis que la personne emballe mon épicerie, bien, de prendre le temps d'avoir un contact visuel avec cette personne-là et de la remercier sincèrement, puis peut-être de faire une petite joke sur la météo ou peu importe sur le sujet. Quand on est capable de sortir de notre bulle puis d'entrer en contact avec des inconnus, avec des petites interactions, on remarque chez ces gens-là qui adoptent souvent ces conversations-là, on va avoir un meilleur bien-être au quotidien et on va avoir aussi une réduction sur le long cours des symptômes anxieux et dépressifs. Donc, ça peut être une bonne stratégie aussi à garder en tête. Dernier élément qu'on veut vous parler, ça aussi c'est quand même une nouvelle littérature, mais c'est quelque chose qu'on applique dans notre programme d'intervention et les membres de l'entourage nous parlent à quel point ça peut leur faire du bien d'apprendre finalement à vraiment développer davantage leur capacité d'autocompassion.
On le sait, hein, quand on est un membre de l'entourage, on peut se juger parfois très sévèrement et négativement. Les membres de l'entourage peuvent se sentir très responsables de la situation du proche, sentir qu'ils sont moins que rien, qu'ils n'en ont pas fait assez ou peu importe. Évidemment, plus on se tape comme ça sur la tête, plus on a un jugement négatif à notre égard, bien plus ça peut amener des méfaits. Ce qu'on propose avec l'autocompassion, puis on vous a mis des références aussi de Mme Neff qui a grandement là, écrit sur le sujet. Si on pouvait vulgariser simplement l'autocompassion, eh bien, c'est de se dire que je vais adopter une certaine bienveillance à mon égard, une certaine tendresse, comme je le ferais avec un proche que j'aime beaucoup qui rencontre des difficultés. Donc, c'est très, très rare que s'il y a une personne autour de nous qui nous parle de sa détresse, qu'on va lui taper sur la tête puis qu'on va dire à quel point c'est un moins que rien. On ne fait pas ça. Mais parfois, à l'égard de nous autres mêmes, on peut être très, très sévère. Donc, l'autocompassion nous invite à être davantage dans la tendresse à l'égard de nous autres mêmes. Comment on peut faire ça concrètement? L'auteur nous propose là, 3 ingrédients clés de l'autocompassion. Tout d'abord, c'est la bienveillance là, envers soi-même, donc d'être capable de reconnaître que c'est correct d'avoir des limites, certaines vulnérabilités au quotidien, mais ça ne veut pas dire qu'on est obligé de se critiquer. Donc, même si on reconnaît que peut-être on a fait une erreur dans certaines situations, l'idée, c'est d'être capable d'avoir un certain ton qui est plus compatissant, davantage vers la tendresse, là, tournée vers soi-même. Deuxième élément, c'est l'humanité commune. Donc, c'est de se rappeler que oui, la situation qu'on vit actuellement, elle est extrêmement difficile, mais qu'on n'est pas seul. Hein? On le disait tantôt, dans la population, il y a énormément de membres de l'entourage, mais de se rappeler aussi que la souffrance, bien, ça fait partie de l'expérience de l'être humain. Si on regarde autour de nous, il y a plein de gens qui peuvent être aussi affectés par certaines maladies, par d'autres tragédies. Bien, ça fait partie de la vie. Donc, l'idée, c'est pas de essayer encore une fois pas encore une fois, pardon, mais de se mettre dans une position de victime, à quel point, c'est donc bien difficile tout ce que je suis en train de vivre, mais de reconnaître que ça peut être une expérience normative dans la vie. Et finalement, d'être capable, au fond, plus dans la pleine conscience, dans le moment présent, d'observer et d'accueillir les pensées plus négatives qu'on peut avoir au quotidien. J'aime souvent dire que, c'est pas moi qui dis ça, j'ai entendu ça quelque part, mais je ne sais pas c'est qui, mais au fond, de se rappeler que plus on va refouler une émotion, plus on va la fuir, bien, plus elle va persister dans le temps. Donc, l'idée, c'est que c'est normal qu'on ait des émotions négatives au quotidien, qu'on vive de la colère, de la frustration, mais est-ce qu'on peut être capable d'accueillir ces émotions-là sans les juger? Donc, c'est ça que nous propose l'autocompassion avec le 3e ingrédient clé. Oui, puis souvent les gens craignent que s'ils accueillent une émotion négative, ça va les amener à poser des gestes négatifs. Par exemple, je suis très fâché. C'est correct d'accueillir que je suis très fâché envers quelqu'un, puis souvent juste de me donner le droit de me ressentir très fâché, puis que j'ai toutes sortes d'idées, parfois farfelues. Je me dis, mon Dieu, une chance que je n'agis pas, que je ne mets pas en action les pensées que j'ai, mais juste les accueillir sans juger, puis de dire, bien, au fond, mes pensées, mes images qui sont peut-être un peu extrêmes, ça veut juste exprimer que je suis très fâché. Notre cerveau parle souvent en parabole, comme j'aime le dire. Fait que c'est pas parce que j'ai une image d'agressivité que je vais aller dire ou faire quelque chose, mais juste de l'accueillir puis me donner le droit de l'avoir sans poser des gestes, puis ça va me donner le temps de réfléchir de comment je vais gérer la situation. Souvent, ça aide, comme le dit si bien Mélissa, à désamorcer. Ça nous donne le temps de se donner le droit d'avoir cette émotion-là, puis on verra bien ce qu'on fera avec par la suite. Il y a toutes sortes de ressources qui existent. Hein? On arrive à la fin de notre présentation. Parlez-en aux gens de votre entourage, trouvez des amis, trouvez des confidents, allez chercher des ressources autour de vous. Il y a aussi des ressources professionnelles qui existent. Le 811, là, dans l'option 2, l'info sociale, est une très bonne ressource qu'on peut appeler dans notre région. Là, souvent, ils connaissent de très nombreux organismes, ils peuvent nous orienter. Dans chaque région du Québec, il y a les centres de réadaptation en dépendance pour les personnes qui ont des difficultés avec les substances, les jeux d'hasard et d'argent, les écrans aussi, mais aussi pour les membres de l'entourage qui peuvent aller cogner à la porte seuls, même si la personne qui a une difficulté avec
qui a une dépendance ne veut pas venir, le membre de l'entourage peut y aller. Les services sont faits pour eux aussi. Il y a des lignes téléphoniques où il y a de très, très nombreux, des milliers de membres de l'entourage qui appellent à chaque année. Drogue, aide et référence, vous avez là un numéro de téléphone. Jeux, aide et référence, vous avez là des numéros de téléphone que vous pouvez prendre en note, qui se retrouvent également très bien sur Internet et qui sont disponibles 24 heures 24/7, donc à tout moment de la journée. Un petit mot que tu pourrais dire, Mélissa, sur l'appui. Oui, l'appui qui est l'organisme là, qui a vraiment le mandat provincial là, au niveau de la proche aidance. Donc, comme on disait d'entrée de jeu, les membres de l'entourage en dépendance peuvent s'auto-reconnaître comme des personnes proches aidantes et le numéro que vous avez à l'écran vous permet du lundi au vendredi de 8h à 20h de parler aussi à une personne professionnelle de votre situation qui pourra aussi vous aider là, pour vous guider vers d'autres ressources spécialisées aux besoins. Puis comme on le disait, hein, les membres de l'entourage ne sont pas obligés de se considérer comme des proches aidants. Ils peuvent juste se considérer comme un membre de l'entourage. Parfois même, ils ont l'impression d'être victimes de la situation et ça se comprend très bien. Donc, mais il y a des ressources, si jamais vous percevez plus comme un proche aidant, il y a ce genre de ressources-là aussi. Nos conclusions, Mélissa, la plus importante, hein, c'est certainement, vous n'êtes pas seul. C'est probablement la plus importante. Vous n'êtes pas seul. Un, il y a beaucoup de personnes dans votre situation. Deux, il y a des ressources. Allez chercher du soutien, briser l'isolement. C'est très important. Trouver des gens qui sont empathiques, qui sont capables de vous écouter. Peut-être, ben justement, s'il y a des gens qui vous jugent, vous accusent, ben peut-être moins investir ces relations-là. Allez chercher plus auprès des personnes qui peuvent vous offrir du soutien. Vous êtes dans une situation difficile. Et la personne qui consomme ou qui a des problèmes avec les jeux d'hasard aussi est dans une situation très difficile. On l'a nommé au tout début, hein, c'est un trouble sévère. Donc, vous avez besoin d'aide. Allez chercher les ressources. Vous n'êtes pas seul, là. La qualité de la relation avec votre proche est centrale. On a toujours raison de miser positivement sur l'attachement, sur nos relations. Je me souviens de quelqu'un dans ma famille qui me disait, plus jeune, quand on élevait nos enfants, vous voyez à mon âge que mes enfants ils n'ont plus la couche, mais quand même, hein, dans tout ce parcours de parents qui dure très, très longtemps, hein, on se disait qu'on va toujours privilégier l'attachement, même si nos enfants faisaient des choses difficiles à accepter. On ne brisera pas le lien. On va tenter de garder le lien dans la mesure du possible. Là, il y a des situations très extrêmes, bien sûr. Vous avez du pouvoir d'agir. C'est pas vrai qu'on est si impuissant. Ben oui, il y a une bonne dose d'impuissance, mais il y a des choses qu'on peut faire. Donc, c'est ni blanc ni noir, mais c'est pas la totale impuissance. Mais des fois, oui, là, des fois, je dis ça, puis en même temps, j'entends des parents me dire « Hey, Joël, t'as rien compris. » Ils ont raison. Il y a des fois où c'est vraiment de la grande impuissance, c'est vrai. Mais il reste toujours un peu de pouvoir d'agir, du moins sur soi. Parfois, c'est juste sur soi qu'on peut agir. Puis on peut toujours, des fois, notre seul pouvoir d'agir, c'est d'essayer de garder la relation, bien sûr. Puis peut-être qu'est-ce qu'on n'a pas indiqué ici, puis on souhaite là, que vous gardez en tête, c'est qu'il y a de l'espoir. Là. À travers Oui, nos expériences cliniques, on oui. voit plein de belles situations où est-ce que les gens s'améliorent et où est-ce que le proche aussi, évidemment, peut s'améliorer, s'en aller vers le rétablissement. Donc, il y a espoir que la situation là, peut s'améliorer. Il faut garder ça en tête aussi. Là. Oui, puis on se rappelle que les parcours de changement sont souvent à long terme. Ça prend parfois des années et c'est normal. C'est pas des petits problèmes, c'est des problèmes importants. Donc, ne pas se décourager, ne pas s'attendre à ce que ça change tout d'un coup, voir les petits succès, les pas, s'encourager avec ça et prendre une perspective à long terme, bien sûr. Un petit mot sur un livre actuellement en librairie de nos collègues, la professeure Chantal Plourde et la professeure Myriam Laventure. Très beau livre, fort intéressant, qui nous aide à réfléchir, un peu comme on le fait dans cette présentation sur notre situation, d'entendre des témoignages de d'autres personnes, etc. Il y a un autre volume même qu'ils ont publié avant qui est encore disponible en librairie, si vous voulez le retrouver. Donc, des autrices fort riches et intéressantes là, qu'on vous encourage à vous documenter avec ces volumes-là.
Et finalement, outre les références, là, vous avez nos 2 adresses courriels si jamais là, vous souhaitez en savoir davantage sur un ou l'autre des points qu'on a abordés ensemble. Là, ça nous fera plaisir de prendre le temps de discuter avec vous. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette conférence et bon cheminement à vous.